Donc, aujourd'hui, on va parler des polyglobites vaquaises et des myélofibroses. Donc, la polyglobite vaquaise. Donc, déjà, la classification des polyglobulies. Donc, la polyglobite vaquaise, c'est que les hématologues prennent en charge et aiment bien prendre en charge. Les autres, c'est celles que personne et tout le monde, et finalement, les hématologues prennent en charge aussi. Donc, vous avez les primitives, c'est-à-dire quand l'érythropoïèse est anormale, donc dans les acquises, la polyglobite vaquaise, et dans les congénitales, les maladies avec mutation de l'épo-récepteur. Et puis, les polyglobulites qu'on dit secondaires, c'est-à-dire où l'érythropoïèse est normale, mais elle est surstimulée. Et donc là, il y a les acquises également, avec essentiellement l'hypoxie. Beaucoup de malades, en fait, finalement, ont un syndrome d'apnée du sommeil, une maladie respiratoire chronique, donc à penser. Et puis, plus anecdotiquement, le chien de droit-gauche, le tabac ou l'attitude. Les hypoxies locales avec les maladies rénales, et notamment les sténoses des artères rénales, les polykystoses rénales, les maladies post-transplantation rénale, où il y a une espèce d'hyperactivation du système rénine-angiotensine, les productions de PO anormales par des tumeurs, donc devant une polyglobulie, au minimum échographie abdominale ou scan abdominopelvien pour éliminer principalement le cancer du rein, le cancer du foie, et puis de manière plus anecdotique, les léiomyoses, quand même, il y a quelques femmes chez qui, finalement, quand on retire les fibromes, il y a plus ce problème de polyglobulie. J'en ai jamais vu, je vous avoue, les mangioblastomes du cervelet. Bon, il paraît que ça existe. Et puis, les polyglobulies médicamenteuses, le cycliste ou l'haltérophiliste. Il y a des malades qui sont traités par androgènes et les gens qui ont des insuffisances testiculaires. Ça peut arriver aussi. Dans les congénitales, donc, ça peut être soit sur la voie de détection de l'oxygénation, tout ce qui est mutation VHL, PHD2 ou HIF2A, et puis les hémoglobines hyperaffines ou les déficits de 2,3-DP. Et puis quand on n'a rien de tout ça, on conclut brillamment à l'érythrocytose idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donc maintenant, la polyglobite vaquaise qui nous en occupe. Donc, je vous ai mis à jour la classification de l'IPC 2022. Donc, une élévation de l'hémoglobine ou de l'hématocrite ou de la masse sanguine. Donc, plus de 16,5 pour les hommes, plus de 16 pour les femmes, plus de 49% pour les hommes, plus de 48% pour les femmes, et puis plus de 25% pour la masse sanguine. La présence d'une mutation de JAK2, soit la V617F, soit celle de l'exon 12. Troisième critère majeur, la biopsie, donc, qui retrouve une hypercellularité des 3 lignées, avec évidemment la ligne rouge prédominante, plus ou moins granuleuse, des méga matures. Cette biopsie, on peut exceptionnellement s'en passer quand on a une érythrocytose marquée, c'est-à-dire plus de 18,5 pour les hommes, plus de 16,5 pour les femmes, plus de 55,5 d'hématocrite, plus de 49,5 d'hématocrite pour les hommes et femmes respectivement. Et puis, un critère mineur, le PO plutôt basse. Donc, pour grosso modo, ces malades en consultation, qu'est-ce qu'ils peuvent présenter comme symptômes? L'érythrose faciale, le prurite aquagénique, ils vont vous dire je ne prends plus ma douche tellement ça me gratte. Ça peut me gratter un peu 5 minutes après la douche, mais c'est assez typique du vaquaise. Les signes d'hyperviscosité, céphalie, vertige, acouphène, scotome, érythromélalgie. La splénomégalie modérée en général dans la PV, mais présente quand même dans 75% des vaquaises, donc on va plutôt repérer à l'échographie, parce qu'elle est en général très modérée quand même. Et puis, parfois, ils entrent par la complication thrombotique, veineuse ou artérielle, donc la thrombose veineuse profonde, la thrombose veineuse cérébrale, la thrombose pancrénique, ou l'infarct ou l'AVC, plus rarement, ou alors
moins symptomatiquement sur le plan hémorragique avec essentiellement des épistaxies. Alors, de quoi ils meurent ces gens avec une PV? Cette étude qui commence à dater 2005 qui montre que la cause du décès est essentiellement cardiovasculaire chez ces gens-là. Donc, c'est ça qui doit nous occuper parce que c'est ça qui grève quand même leur pronostic. Après, il y a quand même aussi cancer et transformation hématologique, voilà, moindres, mais qui nous préoccuperont également, mais pour lesquels, sur le plan de la transformation, on n'a pas tellement de solutions à part surveiller. Donc, je pense que vous connaissez tous ces grands principes. Tout le monde a un contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, tout le monde sous aspirine faible dose, et puis ensuite, en fonction que l'on soit de faible risque, moins de 60 ans et pas d'antécédents vasculaires, ou de fort risque de plus de 60 ans et ou antécédents vasculaires, on aura soit simplement des saignées, soit un traitement cytoréducteur médicamenteux avec première ligne essentiellement l'hydroxyurée ou l'interféron. La petite nouveauté des recommandations de l'ELN récemment, c'était de rajouter un sous-groupe de patients dans les faibles risques qui pourraient aussi bénéficier d'un traitement par cytoréducteur par interféron. Pourquoi finalement on a rajouté cette possibilité? Parce que vous voyez que en fait, quand on s'intéresse aux facteurs de risque de thrombose des patients polyglobules vaquaises sous phlébotomie seule, les hauts risques ont donc un surrisque de 3,14. Les faibles risques ont quand même encore un vrai surrisque. Et donc, c'était l'idée d'arriver à identifier un sous-groupe de patients qui pourraient bénéficier aussi quand même malgré tout d'une mise sous cytoréduction précoce par rapport donc, à la population générale sans ou avec facteur de risque cardiovasculaire. Alors, la prise en charge par saignée. Quel est l'objectif des saignées? Donc cette étude du New England de 2013 qui a fixé notre hématocrite cible à 45%, puisque vous voyez qu'il y avait un groupe de patients dont l'objectif était de les maintenir strictement entre 45 et un autre groupe où on était moins intensif, où on les maintenait entre 45 et 50%. Et clairement, il y avait une différence significative de risque de décès par cause cardiovasculaire ou événement thrombotique majeur entre les patients ramenés seulement entre 45 et 50 et les patients pour lesquels on était plus stringent à moins de 45%, donc d'où la définition, là maintenant, notre seuil à 45%. Le seuil à 45%, c'est indépendamment femme ou homme, les deux? Ouais. D'accord. Alors même parfois chez les femmes, on les ramène en dessous de 43%, alors on n'est pas vraiment sur... Enfin, voilà, on a cette étude qui est franche, qui est nette, où on a mis tout le monde à 45, mais c'est vrai qu'on peut être amené chez les femmes à descendre même à moins de 43 ou moins de 42%. Ça, tu vas te guider si les gens ont encore des symptômes, type prurite ou des choses comme ça. On voit bien que chez les femmes, parfois à 45, on est encore nettement symptomatique de la polygomie et que du coup, elles sont mieux à 43. Mais voilà. Ensuite, donc, pour discuter un petit peu de traitement cytoréducteur de première ligne, vous voyez que les différentes sociétés savantes à travers le monde sont quand même à peu près d'accord pour dire interféron ou hydroxyurée pour les hauts risques. Et donc, du coup, pourquoi on va vers l'hydroxyurée ou pourquoi on va vers l'interféron? Donc, l'hydroxyurée, c'est le plus utilisé. Il a l'AMM, il a un certain nombre d'études pour la QV. Clairement, on a un bon contrôle de la NFS, assez facile en général par l'hydroxyurée, avec ce contrôle de la NFS qui est associé à une diminution du risque de thrombose. Après, c'est un traitement qui est palliatif et suspensif, c'est-à-dire qu'on l'arrête, ça revient. On voit qu'à peu près 15 à 20% des patients au long cours finiront par développer résistance ou intolérance. Et il y a cette fameuse question du risque leucémogène de l'hydréa qui traîne et qui n'est toujours pas vraiment résolue.
et qui fait donc que quand on est chez un jeune patient avec qui on a quand même théoriquement de nombreuses années devant nous, on a peut-être envie de trouver un traitement qui est moins suspect de risque leucémogène, même si il n'est pas tranché ce risque. Il y a des études qui ont dit oui, des études qui ont dit non. Notamment donc, cette vieille étude, alors là c'était une vieille étude, vous voyez, c'est des gens qui avaient eu l'hydroxyurée versus le pipogromant, donc clairement le pipogromant oublie. Mais donc c'était la survie attendue chez ces malades-là et puis finalement la survie observée. Donc finalement en les traitant, on se rendait compte que c'était moins bien qu'attendu. Probablement, enfin vraisemblablement, du fait du risque leucémogène, notamment du pipogromant qui avait vraiment grévé la survie de cette cohorte, avec donc malgré tout, dans la cohorte Hydrea, un doute qui n'était pas complètement levé. Maintenant, si on s'intéresse à l'interféron, l'idée de l'interféron, donc qui n'a pas qui lui colle au cœur cette question de risque leucémogène, point d'interrogation. Et puis, c'était de se dire, vous voyez là, notamment dans ce petit graphique, sous interféron, on a des diminutions prolongées, enfin des diminutions franches et prolongées de la charge JAK2 B617F. Et donc, la question est, est-ce que ça, c'est un surrogate d'une réponse plus profonde et peut-être d'une action sur l'histoire naturelle de la maladie, avec également des descriptions de biopsie qui s'améliorent. Et donc, vous savez qu'on utilise presque tous donc, le Pégasis en traitement de l'APV quand on parle d'interféron. Ce Pégasis, il n'a pas l'AMM du tout. Il n'a jamais fait l'objet d'études complètes qui ont permis d'obtenir l'AMM. Roche en a un peu plus rien à fiche maintenant. Je ne sais même pas si c'est encore Roche qui l'a d'avoir l'AMM parce que le médicament, il en a un peu marre en fait de ce truc-là. Ça lui servait dans l'hépatite C. Maintenant, c'est une niche, donc il n'a pas grand-chose à faire, les patients SMP. Par contre, il y a un nouvel interféron, le ROPEG interféron alpha-2B, qui a été testé, qui a eu l'AMM et pour lequel on n'a toujours pas de prix parce que je pense que la firme a sans doute demandé un peu trop cher. Mais donc, ce ROPEG interféron et les études PROUT-PV et continuation PV qui ont montré, donc c'était des patients naïfs de cytoréduction ou traités seulement depuis moins de 3 ans, qui étaient randomisés donc, dans l'étude PV la première année pour recevoir ce ROPEG versus l'hydroxyurée. Et puis après, ils pouvaient passer dans l'étude continuation PV pour les années suivantes, où les ROPEG continuaient de recevoir le ROPEG et les hydroxyurées passaient dans un bras qu'on appelait BAT. En pratique, c'était 97% de gens qui sont restés sous l'hydroxyurée. Donc, une étude qui avait probablement un design un peu mauvais au départ, avec une très lente majoration des doses d'interféron au début. Donc, vous voyez qu'au début, on a l'impression que finalement, l'AOP fait moins bien que l'hydréa, mais c'est parce qu'on a tardé à monter les doses dans ce schéma de croissance de dose. Et puis finalement, quand même, vous voyez, au-delà de 18 mois, des malades qui sont quand même en meilleur contrôle, en meilleure réponse hématologique que les malades dans le bras hydroxyurée ou BAT. Un Allen burden qui diminue aussi dans le bras ROPEG interféron de manière prolongée, avec donc, des patients qui ont moins de 10% qui sont de charge allélique pour plus de la moitié des malades qui sont traités par ROPEG interféron versus 12% dans le bras contrôle. Là, exprimé autrement, c'est la réponse moléculaire selon les critères de l'ENN. Donc, c'est des malades qui avaient perdu plus de 100% de leur, plus de 50% de leur charge allélique, grosso modo, sous traitement. Donc là aussi, une réponse sur ROPEG. Là, la combinaison du contrôle de l'hématocrite et de la réponse moléculaire également meilleure dans le ROPEG. Tout ça, finalement, avec
de faibles incidences d'événements thromboemboliques, donc plutôt un bon contrôle de l'objectif principal. L'idée principale qui sous-tend le traitement cytoréducteur, qui est de faire en sorte qu'il ne thrombose plus, et avec des faibles taux de progression de maladies, notamment dans le bas européen. Si on s'intéresse aux événements secondaires, enfin aux événements indésirables du traitement, on n'avait pas de signaux d'alerte particuliers, notamment, vous voyez, pas de sur risque d'événements graves dans le bras OPEC versus le bras contrôle. Et quand on s'intéresse aux AE de l'interféron, aux AE un petit peu spécifiques du médicament, donc il y a eu quelques thyroïdites, un trouble psychiatrique, puisque vous savez qu'un des effets secondaires de l'interféron, c'est les troubles de l'humeur, les syndromes dépressifs, de connectivite, une PR et un Sjögren. Au niveau de la peau, un pso, et puis une augmentation isolée des FAN et une sarcoïdose. Donc pas massivement d'effets secondaires spécifiquement inquiétants. Donc ça, c'était pour l'interféron et l'hydroxyurée en première ligne. Ensuite, quand on cherche une deuxième ligne en PV pour les patients qui sont intolérants ou résistants aux premières lignes, vous savez que le Ruxo, le Jakavi a obtenu l'AMM dans le traitement des PV résistantes ou intolérantes à l'hydroxyurée. C'est un inhibiteur JAK1, JAK2. Il a obtenu son AMM sur les résultats des études RESPONSE et RESPONSE 2. Donc, l'étude RESPONSE, c'était des patients résistants ou intolérants à l'hydroxyurée qui nécessitaient des saignées avec une grosse rate, randomisé Ruxo versus BAT avec une possibilité de crossover. Il a fait mieux sur le critère composite qui était la combinaison du contrôle de l'hématocrit et d'une réduction du volume de rate. Il a fait significativement mieux sur le volume de rate, sur l'hématocrit et également sur les symptômes. Si on s'intéresse un peu plus à ces symptômes, donc les symptômes qu'ils ont appelés cytokine cluster, donc la fatigue, le prurite, les sueurs nocturnes, donc clairement un bénéfice en faveur du Ruxo. Les symptômes liés à l'hyperviscosité avec maux de tête, de la vision, etc., etc. Et puis les symptômes liés à la splénomégalie, également en faveur du ruxolitinib. Si on s'intéresse à la réponse du Ruxo dans le temps, elle avait l'air de perdurer. Si on s'intéresse aux événements thromboemboliques, là encore, on a une bonne réponse des patients sous ruxolitinib, avec peut-être même une tendance à une meilleure réponse que les patients du bras BAT. Par contre, le point d'alerte que vous connaissez sous Jakavi, c'est les réactivations herpétiques. Donc, pensez à prévenir ces malades quand vous les mettez sous Jakavi. Du risque de réactivation herpétique et que s'ils ont un bouton de fièvre ou s'ils ont des petits boutons là, sur le métamère ou des choses comme ça, c'est tout de suite consultation et mise sous Elitrex. Bon, encore les boutons de fièvre, ça se gère, mais les zonas, c'est quand même embêtant de les laisser flamber. L'autre warning sous cette molécule, c'était les cancers de la peau non mélanome, avec, on a l'impression, des cancers un peu plus fréquents et un peu plus agressifs sous Jakavi. Vous savez que l'hydréa aussi prédispose à la valorisation de ce risque de cancer cutané. On a l'impression que sous Jakavi, ils sont un peu plus explosifs même, donc vraiment prévenir les malades. Et c'est des malades qu'on envoie chez le dermatologue tous les ans pour qu'ils aient une surveillance cutanée. Et puis c'est des malades à qui on dit, enfin moi je leur dis,
Maintenant, vous faites comme avec vos enfants ou vos petits-enfants. L'âge d'avoir des petits-enfants, les patients PV. C'est écran total, pas de crêpes entre midi et 4 et chapeau, manche longue quand on est sur des moments très ensoleillés de l'été. Ce qu'on devrait tous faire dans l'absolu, je leur dis, ils font pareil avec leur mari, ils seraient très contents, ça va améliorer ça chez tout le monde. Donc ça, c'était l'étude Response 2 qui donne le même type d'avantages en faveur de l'uxo. On va essayer de passer vite. Qu'est-ce qu'on essaye de faire de mieux donc, chez ces malades-là? Là, on va essayer de tester le ruxo en première ligne. Donc ça, c'est une phase 3 qui a ouvert en Angleterre il y a déjà un petit moment et qui tarde à ouvrir chez nous pour des histoires de contrat. Merci la PHP, très unique. Donc, patients qui sont en première ligne de traitement, à qui on va proposer d'emblée ruxolitinib versus hydroxyurée ou interféron. Le critère principal sera l'événement survival en termes de cause majeure, hémorragie majeure, mort ou transformation. Et donc ça, c'est en cours, donc je ne sais pas encore si ça vaudra le coup. Ensuite, il y a cette petite molécule sympathique dont vous voulez parler, le rusfertine. J'ai une question par rapport au GKD juste avant. Ouais. Est-ce qu'on les met sous l'acétylurure préventif ou pas les patients? Alors, les malades, ça dépend des hépatos. Moi, ce que je fais, s'ils ont des antécédents d'herpès et d'herpès récurrent, je les mets sous l'acétylurure à titre préventif, à titre systématique. S'ils n'ont pas d'antécédents particuliers, je leur dis, je les préviens et je leur dis, si ça arrive, vous consultez vite. Et même, ils ont l'ordonnance pour commencer sans délai le machin. Et après, si ça arrive, après, voilà, si c'est un zonage, donc après, je les laisse en préventif, en prévention secondaire. Si c'est un petit herpès qui a été généré vite, je n'y vais pas tout de suite sur la prévention secondaire, mais il ne faut pas se gêner. Okay. Merci. Donc, sur le rusfertine, donc là aussi, un petit mimétique de l'epsiline. Et donc, en fait, les malades qu'on traite par saignée, notamment, c'est des malades qui ont carence en fer, qui fabriquent moins vite leur hémoglobine. Sauf que ces malades-là, parfois, ils ont les symptômes de la carence en fer qui les gênent, avec la peau, la fatigue, le syndrome des jambes sans repos. Et parfois, c'est mal toléré, cette carence en fer. Et jusqu'à présent, après, on peut y mettre sous cytoréduction, mais on a eu ces moyens-là. Et là, cette petite molécule là, qui mime l'hepsidine, en fait, elle va diminuer l'absorption et le recyclage du fer et favoriser son stockage sous forme de ferritine, donc sans carencer les malades, et même les malades récupèrent un taux de ferritine correct quand on commence le rusfertine. On va réussir à contrôler l'hématocrite. Donc, c'est une molécule qui a l'air assez intéressante, qui est actuellement en phase 3. Là. On a au CIC pour lequel on va commencer à inclure les premiers patients. Et donc, ça a l'air assez intéressant parce que vous voyez, donc là, c'est un peu petit, mais c'était des données présentées à l'âge. Des malades qui avaient saigné, et puis quand on commence, vraiment, ils ont l'air de diminuer drastiquement leur besoin en saignée. Et puis, on voit qu'ils reconstituent leur stock de ferritine. Et donc, je pense que les patients qui souffrent de la carence partielle, c'est vraiment intéressant. Ce sera un médicament qui sera vraiment intéressant pour nous aider à améliorer leur vie. Là, c'était pareil, vous voyez, contrôle de l'hématocrite une fois le début du rusfertine et reconstitution du stock de ferritine. Vraisemblablement un médicament peu toxique avec essentiellement des effets secondaires de grade 1-2. Donc, à voir, on va l'avoir entre les mains là. Attends. Donc voilà, si on résume, première ligne, l'Europeg interférent à l'AMM. Pour l'instant, vous ne l'avez pas en France, mais vous l'avez dans d'autres pays d'Europe et aux États-Unis, je crois. Ou, je ne peux pas l'écrire parce qu'il n'y a pas l'AMM, mais le Pegasis, ou l'hydroxyurée. Donc, vraisemblablement,
chez des patients qui ont plus de 70 ans, on ne s'embête pas en mettre l'hydroxyurée, c'est quand même moins pénible à gérer en termes d'effets secondaires. Chez les patients plus jeunes, c'est intéressant de commencer l'interféron à la fois sur l'absence de points d'interrogation sur le risque leucémogène, l'absence de toxicité cutanée, et puis la possibilité de peut-être avoir un effet sur l'histoire naturelle de la maladie. Et évidemment, chez les jeunes femmes qui ont un projet de grossesse, c'est ce médicament qu'on peut utiliser. En deuxième ligne, le Ruxo, et puis derrière, c'est accessoire. Si on passe à la myélofibrose maintenant. Alors, les critères ICC 2022, évidemment, critère majeur, la biopsie ostéomédulaire, donc qui va montrer une prolifération des mégas avec des atypies des mégas. La fibrose, pour la myélofibrose préfibrotique de grade 0 ou 1, ou la fibrose de grade 2-3 pour la fibrose qu'on appelle overt. En deuxième critère majeur, donc une mutation driver, JAK2 CALR, MPL ou un autre marqueur de clonalité. Et évidemment, l'absence de BCR-ABL ou de marqueurs de syndrome myélodysplasique, etc. Et puis, les critères mineurs, anémie, leucocytose, splénomégalie, LDH augmenté, et puis myélémie pour la myélofibrose overt. Important ces critères mineurs parce que finalement, c'est parfois ce qui permet de faire la différence avec la TE. Après MF, c'est d'avoir aussi un de ces marqueurs-là. Donc, vous connaissez la clinico-diagnostic. Ils peuvent entrer par la grosse rate, l'anémie, les signes généraux. J'ai une question. Ouais. Par rapport au traitement de deuxième ligne dans la PV. Dans la PV. Est-ce que la fédratinib a également une importance? La fédratinib, oui. Ça pas, pour l'instant, ça n'a pas du tout été... D'accord. C'est pas du tout dans les pipelines. D'accord. Donc, ça, pour vous montrer que c'est quand même des patients qui peuvent être très symptomatiques. Mais vous voyez là, en vert, c'est la myélofibrose, la PV ou la TE. Et finalement, les TE et les PV, on sous-estime probablement souvent tous les petits symptômes associés de prurite, fatigabilité, petit disconfort abdominal, etc. Probablement qu'on sous-estime ça en consulte, quand ça va vite, c'est des maladies chroniques, ce n'est pas des maladies qui vont les tuer, c'est probablement des choses qu'on sous-estime bien plus qu'on ne le fait dans l'AMF où on est déjà plus dans ces questionnements-là. Donc la myélofibrose, vous savez que c'est les myélofibroses, plein de symptômes différents que les patients n'ont pas tous et qui ne sont pas prédominants, enfin qui prédominent plus ou moins en fonction du patient. C'est un panel de lésions moléculaires potentiellement associées assez vaste et du coup, ça a un pronostic qui va des années à quelques mois en fonction du brassage de toutes ces données pronostiques. Donc, c'est un peu compliqué le management parce qu'il y a plein d'étapes différentes. Il n'y a pas de traitement curatif en dehors de l'allogreffe. Et puis, les drogues sont surtout efficaces sur les symptômes. On n'a pas une drogue qui a fait preuve d'une amélioration. Enfin, voilà, on a quelques améliorations de courbe de survie sous Ruxo, etc. Mais on n'a pas de vraie preuve d'efficacité de ces drogues sur l'histoire naturelle de la maladie. Donc, l'idée, c'est que chez les patients de faible risque, il y en a chez qui on ne fait rien. Puis plus le risque monte, plus on va aller vers des agents communs utilisés en hémato, vous verrez lesquels, des protocoles d'essais cliniques, parce qu'on n'a quand même rien qui guérit en dehors de l'allogreffe, donc il faut y aller, et puis chez les malades de haut risque et qui sont en état de le supporter, proposer l'allogreffe.
pour essayer de savoir qui va recevoir quoi. Il y a plein de scores qui ont été faits. Donc, l'IPSS qui est encore relativement utilisé, donc anémie, leucocyte, blast, signe constitutionnel et âge. Le DIPSS qui reprend les mêmes symptômes en les pondérant. Le DIPSS+, qui va intégrer des données cytogénétiques, le fait que les patients soient thrombopéniques ou dépendants de la transfusion en globules rouges. Et puis, à l'ère du NGS, vous allez voir qu'il y a des scores qui intègrent, donc, au-delà de la mutation du driver, parce que déjà, le type de mutation driver peut compter, et puis les mutations additionnelles de signaling, de régulation épigénétique, ou des mutations qui sont plus fréquemment associées à la transformation. Et donc, vous voyez, par exemple, dans ces études-là, que la mutation driver peut avoir un impact pronostic avec un meilleur pronostic pour les patients mutés KLR versus JAK2-MPL versus triple nègre. Et vous voyez que les triple nègres là sont plutôt de plus mauvais pronostics, à l'inverse de la TE où les triple nègres étaient plutôt de meilleurs pronostics. Ce ne sont pas les mêmes malades. Hein. TE, à mon sens, les triple nègres, c'est tous les trucs qu'on ne sait pas encore choper. Là, les triple nègres, c'est tous les trucs qui sont finalement à la limite des syndromes myélodysplasiques ou des choses comme ça, enfin, plutôt voilà, des mutations additionnelles type de ces maladies-là. Là, vous voyez que KLR de type 1 versus KLR de type 2, ça peut aussi compter, hein, avec clairement un meilleur pronostic de KLR de type 1 dans cette étude de Teferic 2014. Là, donc, vous allez voir, donc, on a des mutations dites de haut risque, hein, que sont ASXL1, EZH2, SRSF2, IDH1 ou 2. Et donc, vous voyez qu'en fonction de l'absence, de la présence de ces mutations de haut risque, on n'a clairement pas le même devenir, à la fois de survie globale, de risque de transformation leucémique. Et puis, là, c'est plus on les accumule et moins ça va, 0, 1, 2 ou plus. Non, 0, 1, 2 ou plus par rapport à la survie globale. Donc, le MIP70 et MIP70+, sont des scores qui ont essayé d'intégrer ces mutations additionnelles en plus de toutes les autres données dont on a déjà parlé qui ont été intégrées. Et vous voyez que ce MIP70, en fait, il a rebattu un peu les cartes pour certains malades. Que ça, en bleu, c'est les malades qui étaient classés low risque dans l'IPSS, intermédiaire 1 en jaune, en gris intermédiaire 2 ou high risk. Bon, pour le low risk, on a clairement, voilà. Il y a des concordances, hein, mais vous voyez que les MIP 70, ils permettent de reclasser quelques low risk avec juste les données cliniques et biologiques de base en patients qui peuvent aller jusqu'à des hauts risques si on a des scores CATA du fait de des mutations additionnelles. Alors, de quoi on meurt quand on a une myélofibrose? Ça vous arrive en consultation? Mais docteur, de quoi je vais mourir? Alors, donc, clairement, la myélofibrose a un nettement plus haut risque de transformation leucémique que BV ou TE. On peut aussi mourir sans progression vers la leucémie, mais de progression de la maladie, hein, des cytopénies, de la rate, etc. On meurt aussi quand même de thrombose, on y pense moins, et puis souvent ils sont un peu plus cytopéniques, donc on est moins sur ce risque-là, mais c'est aussi des malades à plus haut risque de thrombose, d'infection, de segments, etc. Et donc, si on voit quels sont les principaux problèmes que les patients présentent quand ils ont une myélofibrose, il y en a quand même 36%, donc il va falloir essayer de s'occuper de l'anémie, hein, pour lequel l'anémie est au premier plan. La rate est également au premier plan chez 83% des patients, ou la splénomégalie.
Les signes constitutionnels, un certain nombre de patients chez qui il va falloir manager les cytopénies, la thrombopénie, un certain nombre de patients qui vont être prolifératifs sur les blancs. Et donc, pour tout ça, on a des médicaments qui marchent sur un type de symptômes et pas sur l'autre, etc. Donc, ça va faire une moyenne. Donc, vous avez votre malade, vous commencez déjà par faire son score de risque. Son score de risque, c'est un malade qui est d'intermédiaire 2 ou de haut risque. Il faut se poser la question de l'allogreffe. Parce que c'est des survies qui sont inférieures à 4 ans et que, grosso modo, comme les survies médianes post-allogreffe, on est à 4 ans, c'est là que ça bascule. Donc, ils sont éligibles à l'allogreffe par montante, ils ne sont pas éligibles à l'allogreffe. On va voir s'ils ont besoin de ruxolitinib, s'ils sont symptomatiques sur le plan de la rate, sur le plan des signes généraux, ou s'il faut prendre en charge d'autres symptômes, type l'anémie, parce que le ruxo, ce n'est pas forcément le meilleur traitement de l'anémie, au contraire. Et puis, se poser la question de l'accessibilité à des essais cliniques pour essayer de faire mieux que ces médicaments qu'on a à notre disposition, qui en monothérapie sont des médicaments symptomatiques. Donc là, c'était pour vous montrer qui bénéficie de l'allogreffe et pourquoi on a mis ce cutoff à intermédiaire 2 au risque. Donc, vous voyez que ça, c'est les malades bas risque intermédiaire 1. Et vous voyez que finalement, les malades s'en sortent mieux sans être allogreffés ou s'en sortent mieux sans être allogreffés. Et par contre, à partir du risque intermédiaire 2 ou au risque, les malades s'en sortent mieux avec une meilleure probabilité de survie s'ils ont pu être greffés. C'est un des représentations de pourquoi on a mis ce cutoff-là. Grosso modo, avec des gens plus jeunes à qui on va pouvoir proposer un conditionnement plein, la TRM va être autour de 30% et la survie globale, vous voyez, selon les études, elle varie entre 30 et 61% à 5 ans. Chez les malades un peu plus âgés à qui on aura proposé un RIC, pareil, TRM aux alentours de 30% et une survie globale à 60% en médiane, à 5 ans. Donc, l'idée chez ces malades, ce n'est pas formidable, ce n'est pas la panacée. Bref, c'est bien, mais il faut essayer, parce que c'est des malades qui sont de haut risque, mais ce n'est pas la panacée. Et donc là, cette petite publi de 2020 dans DMC, qui essayait de proposer comment optimiser les principes généraux pour optimiser la transplantation chez les malades avec une myélofibrose. Donc, évidemment, bien sélectionner les malades. L'utilisation du ruxolitinib ou d'un JAK inhibiteur en pré-greffe parce que ça va réduire la taille de rate et